Bonjour à tous, bienvenue à Hebdocal, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 15 décembre. Le 40e anniversaire de la FAC, l'écocentre de Grande-Rivière, on discute de l'alcool au volant, une association entre le Bioparc et Hydro-Québec, l'île aux Jeux, un endroit à découvrir. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous commençons cette semaine avec le 40e anniversaire de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. L'organisme a profité de cette occasion pour se doter d'une nouvelle image visuelle et d'organiser une journée festive pour tous ses membres. L'Association des personnes handicapées Action Chaleur, mieux connue sous l'acronyme AFAC, a célébré son 40e anniversaire. Dans ses débuts, l'AFAC n'avait aucun employé ni bureau, mais un conseil d'administration bénévole œuvrant pour favoriser l'épanouissement et l'inclusion sociale des personnes avec des limitations physiques ou intellectuelles. Aujourd'hui, l'AFAC est un organisme bien établi et a même contribué à l'implantation du service de transport adapté dans la MRC de Bonaventure. Télévague était présent au dévoilement du nouveau logo de la FAC et a eu la chance de rencontrer les membres de l'organisme. Pour votre 40e anniversaire, vous avez fait une nouvelle image. C'est quoi l'histoire derrière le logo? On a fait un nouveau logo, oui. On trouvait que notre ancien logo n'était pas nécessairement représentatif de qu'est notre association. L'histoire de ça, c'est ça, les lettres représentent chaque membre de la FAC. Les lettres sont différentes pour représenter que les différences de chacun, parce qu'on est tous uniques, les membres de la FAC aussi. Donc, le mot AFAC est assis sur Association des personnes handicapées qui représente notre association qui est derrière eux, qu'on les soutient, puis qu'on les supporte, qu'on les encadre c'est ça, quand ils sont avec nous, là, puis qu'on leur offre notre soutien. J'ai entendu beaucoup le mot un matin d'une grande famille. Oui, c'est ça. La FAC, c'est une grande famille. C'est ça, nous, les employés, on est là, on est une équipe stable, qu'on est là depuis longtemps. Donc, on a créé des liens vraiment forts avec eux, une belle confiance qui s'est créée. Puis les membres qui viennent à l'association, c'est ça, c'est ensemble, ils créent des liens, puis on est une grande famille, effectivement. On s'aime tous beaucoup, puis on est tous là l'un pour l'autre. Il y a combien de membres à la FAC? Il y a 65 membres actifs qui reçoivent des services, qui participent à nos activités. On a des membres de soutien aussi, mais les personnes qui reçoivent les activités, c'est 65 membres. On fait plein de choses. On a des ateliers de cuisine, on a des ateliers d'aérobie, on a un club de lecture, on offre de la créativité. J'ai dit boccia, mais on joue au boccia 2 fois par semaine, c'est très populaire. Puis on fait des sorties à la salle de spectacle. On va voir des spectacles quelques fois par année. C'est quoi vos activités préférées à la FAC? Jouer au boccia. Au boccia, c'est quoi ça? C'est deux petits cochons. La seule fois pour les petits cochons, c'est de les donner de même, là. On a du fun. Okay. On coupe les légumes. Non, on a fait une salade de fruits avec les amis. La cuisine? Ouais. Des activités de cuisine? Oui. Moi, c'est hockey. Le club de marche. On marche l'été ou l'automne, mais on va marcher au sentier à Kepler. Ouais. Pourquoi vous aimez ça, aller à la FAC? À la FAC, nous autres, on est là pour les activités personnes comme moi, puis les autres personnes handicapées. Là. Puis moi, j'aime ça beaucoup. Pourquoi t'aimes ça, aller à la FAC? Mais moi, j'aime ça que sur la fac, j'aime beaucoup pareil. Il y a des membres qui ont beaucoup apprécié les quilles. Pourquoi vous allez pas aux quilles? Ouais, on a eu la Ligue de quilles là, pendant vraiment plusieurs années, puis on a dû arrêter en 2022 parce qu'on n'a plus accès au transport adapté, malheureusement. Ça se passait en soirée. On allait les mercredis soirs. On avait à peu près 16 participants, 16 joueurs.
Puis là, on n'est pas capable d'avoir le service du transport, malheureusement. C'est un enjeu pour pas mal pour l'ensemble du Québec au niveau du transport adapté. On travaille là-dessus. Il y a des comités qui sont créés, qu'on travaille là-dessus, d'autres organismes communautaires, le CIS de la Gaspésie, les MRC, on travaille là-dessus pour essayer de... C'est au niveau du financement que il manque de financement. Moi, j'ai été le directeur à la fac là, de 98 à 2011. Tout le long de ces années-là, là, c'est quoi les événements marquants, là? Pour moi, c'est sûr que c'est les spectacles bénéfices qu'on a fait à la salle de spectacle à New Richmond. Il y avait 2 volets. Dans le premier volet, c'était l'intégration des gens qui ont une différence dans la communauté. Ils étaient intégrés dans le spectacle, que ce soit en chant, que ce soit en co-animation, en humour, en danse. Donc ça, là, ça faisait vraiment partie de la mission de la fac. Puis aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est vraiment l'activité annuelle de financement. Dans les meilleures années, on récoltait près de 20 000 $ par année avec le spectacle. Donc, c'était vraiment une source financière très importante pour la fac. Qu'est-ce que les membres ont fait pour le marché de Noël? Nous, les membres de la fac, on a fait comme des vidéos de Noël, comme beau de Noël, ici, à un sapin. On a des étiquettes ici. Puis, n'importe quelle sorte, là. Puis vous faites ça pour vendre, pour ramasser des fonds? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds-là? C'est juste pour au profit de leur fac, pour avoir comme des activités, etc. On a eu du plaisir à la fac, on s'amuse parce que ça fait plus d'activités avec nous mais j'adore ça. On fait des sorties vers nos amis, puis des nouvelles anniversaires, ça. Ouais, je ne sais pas. Pourquoi vous aimez ça à la fac? Qu'est-ce que dans la fac? Je ne sais pas. Avez-vous trouvé l'amour à la fac? Ah! Vous êtes-vous rencontrés à la fac? Oui. 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 Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis vous êtes rencontrés à la fac en faisant des activités? Oui. C'est quoi vos activités préférées à la fac? Moi, c'est les quilles. Puis point de vue accessibilité, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail à faire, mais on a fait une belle tournée là, pour sensibiliser les endroits publics. Il y a eu une tournée de fait environ 157. Là, on est dans le bilan, là, donc je pourrais vous en reparler un peu plus tard, mais il y a eu une belle tournée pour faire la sensibilisation auprès des gens pour que ça soit plus accessible. Après ça, ça va être à eux, au bon vouloir de chacun, de rendre les endroits accessibles. Mais il y aura eu des conseils de donner puis des choses qui pourront améliorer l'accessibilité. Ça fait 40 ans, hein? Fait que je réalise aujourd'hui que la fac est une bonne famille. Oui. Mais le plus important, c'est les yeux du cœur. Hein? Puis la fac, c'est un peu ça aussi. L'écocentre joue un rôle essentiel dans la promotion du développement durable et de la protection de l'environnement. Nous avons rencontré Audrey-Maude Sauvé, la chargée de projet à la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie, qui nous informe sur le sujet. Nous sommes présentement à l'écocentre de Grande-Rivière. Ça serait quoi les avantages pour les citoyens de fréquenter leur écocentre? Bien, premièrement, c'est le bon endroit pour amener tout ce qui est gros, qui rentre pas dans notre bac. Fait que tous les gros rebuts, par exemple, puis tout ce qui peut être dangereux là, dans nos bacs. Puis en même temps, mais c'est aussi l'occasion de venir chercher si on a besoin de bois ou aussi l'espace de réemploi, qu'on peut venir chercher des matières là, qui sont en très bon état gratuitement. Qu'est-ce que vous acceptez comme matière à l'écocentre? Donc, on a tout ce qui est résidus de construction, donc bois, gyps, briques, bardeaux d'asphalte, tout ce qui est résidus domestiques dangereux, donc les batteries, les huiles, les bonbonnes en aérosol, les bonbonnes de propane, le bois qui soit sain ou non sain, les pneus. Puis si vous voulez plus de détails, oui, la peinture exactement. Pour plus de détails aussi, il y a la liste complète sur notre site de la Régie. Vous acceptez les sièges d'auto?
Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Donc, ça fait environ 1 an qu'on accepte les sièges d'auto, donc pour bébés qui ont justement une date d'expiration, puis qu'on cherche à donner une seconde vie, qui vont être retransformés en meubles d'extérieur. Donc, c'est les sièges d'auto, les coquilles et les chaises hautes pour enfants. Qu'est-ce qui arrive aux matières que vous recevez à l'éco-centre? Donc, dépendamment des matières, il y en a qui vont être valorisées d'une façon à réduire le risque environnemental. Il y en a qui vont être recyclés. Donc, la peinture, par exemple, va être recyclée en nouvelle peinture. Les pneus peuvent être transformés en tapis pour les gyms. Ça dépend vraiment de chaque matière. Puis, on a aussi le bois là, de notre côté que on reprend. À la région, on a un ébéniste qui prend le bois et qui le transforme en table, par exemple, en cabane à oiseaux, plein d'items qui sont vendus aussi auprès de la régie. Est-ce que la population peut venir se procurer du bois ici? Oui, c'est exactement là. Donc, vous avez un projet, vous avez besoin de bois. On sait que c'est quand même cher, neuf. Donc, prenez l'occasion de venir chercher ce que vous avez besoin ici. Il faut juste demander là, parce que il y a certaines... faut être sécuritaire, disons. On veut pas monter en haut de la pile. Est-ce que vous acceptez aussi les appareils électroniques? Oui, les circuits aériens. Donc, on les reprend et ils sont envoyés pour... ils vont prendre les métaux à l'intérieur là, pour fabriquer des nouveaux appareils électroniques. Pourquoi les appareils réfrigérants sont considérés très polluants? Au niveau des appareils, c'est le gaz réfrigérant à l'intérieur qui est vraiment chimique. Donc, il faut vraiment que ça soit amené et recyclé de façon sécuritaire. Là. Donc, les entreprises vont prendre le gaz réfrigérant pour le traiter d'une façon, puis après ça, le reste va pouvoir être recyclé et revalorisé. Est-ce qu'il faut préparer d'avance notre visite à l'éco-centre? Bien, on vous recommande de vraiment bien trier vos choses. Là, c'est vraiment pour vous parce que ici, c'est vraiment par matière. Évidemment, si vous arrivez puis tout est pêle-mêle dans votre trailer, bien, c'est possible de le séparer sur place. Ça va juste vous prendre plus de temps. Fait qu'on vous recommande plus de les séparer par partie. Puis des fois aussi, les petits objets, des mettre de côté. Là, on accepte aussi les batteries. Donc, c'est important de savoir bien les trouver dans son trailer, par exemple. Vous avez combien d'éco-centres sur votre territoire de la MRC Rocher-Percé? On a 3 éco-centres, donc un à Gascon, un à Grande-Rivière et un à Percé. Est-ce qu'ils sont assez achalandés? Oui, c'est environ 10 000 visites pour les 3 éco-centres en tout par année. Est-ce que c'est ouvert à tous les jours? C'est pas ouvert à tous les jours. Là, on vous recommande de regarder l'horaire qui est sur notre site Internet. Donc, en ce moment, on est aussi sur l'horaire d'hiver. Puis aussi, pour les adresses, sont aussi sur le calendrier de collecte. C'est quoi exactement le bottin vert de la régie? Oui, le bottin vert, ça permet de donner des adresses, des trucs aussi pour savoir où vous pouvez envoyer vos matières parce que, exemple, les batteries, il y a certains points de dépôt aussi dans la ville, vous n'avez pas nécessairement besoin de venir à l'éco-centre. Donc, ça vous permet de savoir vers où vous dirigez. C'est quoi les avantages de le fréquenter, l'éco-centre? Donc, ça permet de revaloriser, de faire du réemploi, puis de réduire à la source là, ce qui va à l'enfouissement. Donc, on sauve énormément de coûts aussi à long terme. Avec l'arrivée des fêtes, Télévague a abordé un sujet important, la conduite sous l'influence de l'alcool. Cette conversation vise à sensibiliser le public sur les dangers de ce comportement et à encourager une réflexion approfondie sur cette problématique. Bonjour, Madame Lacasse. Bonjour. Alco Prévention Canada est une entreprise canadienne pionnière en matière de prévention de l'alcool et des drogues au volant. Est-ce que ça fait longtemps que vous existez? Ça va faire 36 ans cette année qu'on est en affaires pour la prévention de l'alcool et un petit peu moins pour alcool et drogue. OK. C'est quoi les derniers chiffres concernant la conduite en état d'ébriété? Bien, c'est sûr qu'on peut dire qu'au Québec, là, quand il y a un événement, un party de Noël, entre autres, 40% des participants sont à plus de 0,8 sans le savoir. OK. Et puis, il y a combien d'infractions par année au Québec? Un minimum de 15 000 par année. Ça serait quoi les solutions concrètes pour améliorer notre bilan routier?
Ben, de un, d'être sensible à ça, d'en parler, de choisir un conducteur désigné, de prévoir des solutions de prévention pour contrer l'alcool. Les entreprises ont une responsabilité aussi d'offrir des solutions de prévention dans leur party du temps des fêtes, mais les particuliers aussi. Il y a beaucoup de gens qui savent pas là, finalement que quand ils organisent un événement à la maison, ils ont une responsabilité aussi pour les gens qui quittent leur demeure d'être sûrs qu'ils sont aptes à prendre le volant. OK. Mais est-ce que les éthylotestes, là, sont-ils fiables pour prendre une meilleure décision? Bien, tant et aussi longtemps que l'éthylotest est utilisé d'une façon convenable, donc il y a des règles de base à suivre là, pour que l'éthylotest soit en santé puis qu'il donne des bons résultats. Entre autres, l'appareil ne doit pas être gardé au froid et au chaud dans un véhicule et il faut toujours respecter un 20 minutes d'attente après la dernière gorgée d'alcool ou la dernière cigarette. On veut pas savoir l'alcool qui est sur la langue et les joues, on veut savoir l'alcool qui commence à être digéré. Donc, si on respecte ces deux règles-là de base, l'éthylotest va nous donner des bons résultats. C'est certain que c'est nécessaire de faire calibrer un appareil minimum une fois par année pour être sûr qu'elle nous donne l'heure juste. OK. Mais est-ce que c'est facile de se procurer un éthylotest? Très facile. On peut trouver ça dans plusieurs établissements, les Vitro Plus, les Docteurs du Pare-Brise. On vient de signer une entente aussi avec un groupe qui distribue dans les Super C à partir du mois de décembre des tests à usage unique. La SAQ a l'obligation de tenir des alcogrades, des tests à usage unique tout au long de l'année. Et ensuite, évidemment, sur le site d'Alco-Prévention, là, les éthylotests sont disponibles aussi à ce niveau-là. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur les conséquences légales et sociales d'une conduite en état d'ébriété? Bien, il y a beaucoup de gens qui pensent, de un, qu'on peut perdre notre permis avec les facultés affaiblies à 0,08, mais la réalité, c'est qu'on peut perdre notre permis en tout temps. Donc, si on a une conduite dangereuse, une conduite aléatoire, donc il faut aussi se fier à notre propre jugement. Ça veut dire que si on se sent pas apte, même après une consommation, il est nécessaire de s'écouter aussi et de pas conduire. OK. Si on se compare avec ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la prévention? Entre autres, en France, ils ont l'obligation d'avoir des tests à usage unique dans les véhicules. Donc, chaque pays, même entre les provinces du Canada, il y a des différences. Au niveau du Québec, on est à 0,08. Au niveau de l'Ontario, on est à 0,05. Malheureusement, au Québec, on est très fort sur la consommation d'alcool avec une conduite, ce qu'on voit moins dans d'autres provinces canadiennes. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Lacasse, pour votre entretien informatif. Merci, ça fait plaisir. Le Bioparc de la Gaspésie et Hydro-Québec s'unissent pour éveiller les jeunes aux sciences de la nature. On en parle avec Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au parc animalier. La raison d'être du bioparc, est-ce que c'est seulement pour une visite d'animaux? En fait, là, la visite, c'est juste un prétexte pour faire de l'éducation au bioparc. Donc, notre mission, c'est vraiment éduquer les gens. Puis on le fait, oui, ici au bioparc, avec les visiteurs réguliers durant l'été, avec les groupes scolaires aussi qui viennent nous visiter, mais on le fait aussi à l'extérieur du bioparc de différentes façons, dont un programme éducatif. Donc, on se déplace dans les écoles pour aller animer des activités. En parlant d'éducation, vous avez fait une entente avec Hydro-Québec? Oui, effectivement, donc une commandite d'Hydro-Québec qui nous permet de développer un tout nouveau programme. Donc, on va ajouter à notre programme d'éducation dans les écoles. Et donc, cet argent-là qu'Hydro-Québec nous donne, ça va nous permettre de développer ce projet-là, qui est un projet pour les jeunes du 3e cycle du primaire, donc le 5e, 6e année, et aussi les jeunes du 1er cycle du secondaire, donc secondaire 1, secondaire 2. Et on a aussi un volet pour les classes spécialisées, donc les jeunes avec des difficultés d'apprentissage. Donc, on va vraiment avoir un atelier spécifiquement pour ces jeunes-là.
Qu'entendez-vous par adapter le programme pour des classes spécialisées? En fait, on va faire affaire avec des enseignants qui, justement, là, sont dans ce genre de classe-là et on va développer des activités pour cette clientèle-là parce qu'on considère que tous les jeunes, peu importe s'ils ont des difficultés ou pas en apprentissage, méritent d'en apprendre plus sur l'environnement, sur la faune. Et donc, on veut vraiment monter des activités qui vont leur être désignées, qui vont être plus faciles pour eux et qui vont vraiment aller chercher là, leur mode d'apprentissage. Ça vient où l'idée de faire une entente avec Hydro-Québec? En fait, Hydro-Québec a des programmes dont justement pour avoir des subventions pour des programmes d'éducation. Ils vont beaucoup donner pour l'environnement. Donc, nous, c'est là qu'on est allé appliquer. Puis, ça nous permet justement de travailler sur différents projets. Combien vous allez avoir en subvention? On va avoir un 5 000 $, ce qui va nous permettre vraiment de développer 5 ateliers pour le scolaire. Comme ça va être quoi le programme? En fait, les ateliers vont se faire en 2 temps. Donc, chaque atelier va avoir une partie qui va se donner en classe. Donc, une partie un peu plus théorique, mais toujours avec de la pratique pour garder l'attention des jeunes. Et une deuxième partie va venir se donner ici au Bioparc, donc de côté plus pratique. Par exemple, on a une activité qui va se donner sur l'entomologie, donc les insectes. Donc, les jeunes vont apprendre justement à savoir c'est quoi un insecte, comment identifier les différents insectes. Ça va se faire en classe. Et une fois ici au Bioparc, les jeunes vont apprendre à épingler des insectes. Donc, ce qu'on fait pour justement mettre des insectes dans les cadres pour des collections, mais surtout pour l'étude des insectes et pour monter des collections là, qui nous permettent après ça d'étudier les insectes à plus long terme. Quand vous vous déplacez dans les classes, apportez-vous des insectes? Ça dépend vraiment des activités qu'on offre, mais pour ce genre d'activité-là, effectivement, où on parle des insectes, on va amener des insectes vivants, on peut amener toutes sortes d'animaux du bioparc, on peut amener des mammifères, on peut amener des insectes, des amphibiens, des reptiles. Puis ça va toujours amener un plus là, dans les classes quand on a du vivant, là, c'est toujours un winner. Avez-vous des petites casiers spécifiques pour transporter les insectes? Oui, effectivement. Donc, question qu'ils restent avec nous et qu'ils se sauvent pas dans leur environnement ou dans la classe. On a des petits bacs de transport qui nous permettent de mettre nos insectes et donc d'aller dans les classes avec eux ensuite. La mission nature, là, vous voulez cibler les écoles de quel secteur? En fait, là, nous, avec toutes nos activités scolaires, on mise sur tout ce qui est la Gaspésie, mais aussi nord du Nouveau-Brunswick, même jusqu'à dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, ça dépend des écoles parce que nos activités sont montées sur le plan scolaire. Donc, toutes les écoles du Québec peuvent nous accueillir et on peut les accueillir aussi. Toujours une question là, de temps et de budget pour les écoles. Mais nous, on peut se déplacer partout en Gaspésie, même plus loin. Et même chose, on accueille des écoles d'un peu partout aussi. En parlant de budget pour les écoles, pour ce genre d'activité-là, il y a la culture à l'école? Oui, effectivement. Donc, c'est un programme dans lequel on fait partie du gouvernement qui permet aux écoles d'aller chercher justement de l'argent pour les déplacements, autant de nos déplacements, donc nous venir dans les écoles, que pour eux payer l'autobus quand ils viennent nous voir. Donc, ça permet de payer une grande partie des activités et donc justement de se déplacer de plus facilement pour les écoles. Votre nouveau programme va être prêt quand? On devrait faire le lancement en mars 2025, donc ça approche très, très vite. On a vraiment hâte de présenter ce nouveau programme-là aux écoles. Pourquoi c'est important pour le Bioparc de conscientiser les jeunes à préserver la nature? En fait, les jeunes, c'est les citoyens de demain. C'est eux aussi qui ont cette passion-là que souvent on va perdre en tant qu'adultes. Donc, en enseignant ça aux jeunes, en leur montrant là, c'est quoi la nature, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour la sauvegarder, bien, on espère les conscientiser pour demain, mais aussi que eux puissent après ça aller à la maison avec leurs amis, avec leur famille, puis justement les conscientiser eux aussi. C'est très porteur un jeune, donc on veut vraiment là, viser là-dessus. En restant dans la veine de l'éducation, là, au Bioparc, là, présentement, là, vous avez combien d'espèces qui dorment l'hiver? Oh, on en a juste 3, en fait, qui vont dormir cet hiver. Donc, ours, raton laveur et moufette. Puis, bon, avec l'automne, l'hiver, début d'hiver tardif qu'on a eu, là, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais là, on a eu de la belle neige, on a eu du froid. Donc, nos animaux sont allés se coucher pour l'hiver. Puis, généralement, recommencent à sortir vers la mi-mars environ. Sinon, tous les autres animaux sont actifs et visibles durant l'hiver. C'est quoi les facteurs qui font que les animaux vont se réveiller? En fait, ça dépend vraiment de chaque espèce, mais c'est souvent une question de température. Quand il y a des redoux, par exemple, au mois de mars, ça leur donne envie de voir s'il y a de la nourriture, parce qu'en fait, c'est vraiment le principal facteur qui va faire que les animaux vont dormir l'hiver, la disponibilité de nourriture. Puis en nature, ils savent que, bon, il fait froid, moins de nourriture. Fait que quand ils commencent à avoir un redoux, ils disent « Oh, c'est le printemps, je vais sortir des fois qu'il y aura à manger. » Quand il n'y en a pas, ils vont tout simplement retourner se coucher puis sortir un peu plus tard.
Pour terminer, Stéphanie, après le temps des fêtes, on peut vous apporter nos sapins de Noël? Oui, effectivement. Donc, les sapins de Noël, bien sûr, qui n'ont pas de décoration à l'intérieur ou de produits chimiques, les sapins naturels. Et ça, nous, on peut s'en servir pour différentes choses. Il y a certains animaux qui vont les manger, par exemple les orignaux, mais on peut aussi s'en servir comme enrichissement. Donc, c'est un nouvel objet qu'on peut amener dans l'habitat chez les lynx, par exemple. Puis, ils vont jouer, ils vont être curieux. On peut même y cacher de la nourriture. Donc, c'est une très, très bonne forme d'enrichissement pour nos animaux. Donc, les gens peuvent nous déposer ça au bioparc, puis nous, c'est sûr qu'on va s'en servir. Bien, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Vous cherchez une façon de passer un moment inoubliable en compagnie de vos amis et de votre famille? Alors, l'île aux jeux est là pour vous. Télévague s'est rendu sur place afin d'y découvrir une vaste sélection de jeux qui couvrent une multitude de styles et de genres adaptés à tous les goûts et à tous les âges. Voici notre reportage. Ça a commencé comment, l'aventure L'île aux jeux? Bien, on a développé une passion pour les jeux de société, puis on avait beaucoup de difficultés à les trouver en français. Puis, fait que là, depuis, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. Ça fait que là, maintenant, il y a de plus en plus de boutiques. Mais dans le temps, il y a 10 ans, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Fait qu'on a décidé de se spécialiser là-dedans. Okay. Vous avez une variété de combien de jeux de société ici? On a au-dessus de 5000 certains différents. Là, ouais. Ouais. On a beaucoup. Avez-vous seulement juste des jeux de société? On a aussi des casse-têtes, puis quelques jeux éducatifs, là, plus comme les smart games, les jeux plus puzzle, mettons. Mais c'est surtout jeux de société, ouais. Okay. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer les jeux sur place? Oui, on a un espace dédié pour justement pour jouer sur place, c'est gratuit en plus. Fait qu'on a toute notre collection est là disponible. Fait qu'on a on a au-dessus de 600-700 jeux là disponibles là, à essayer. Sinon, on a aussi un service de location. Fait qu'on peut venir les louer, partir chez nous à la maison avec pour 7 jours aussi avec les jeux. En quoi ça consiste vos salles de jeux d'évasion? Oui, ça c'est les jeux d'évasion, c'est des salles qu'on construit nous-mêmes. C'est vraiment, on est pris dans une pièce, on a 1 heure pour réussir à sortir de là. Ça fait que c'est plein d'énigmes à résoudre, des énigmes d'observation. C'est vraiment, vraiment le fun, c'est très immersif. Là, on a le Homard à la mer qui roule présentement, puis on est en train de construire une nouvelle salle aussi là, qui devrait être prête là, cet hiver. Pour participer à ces salles-là, il faut être combien de joueurs? Ce qu'on recommande le mieux, c'est 3 à 4 joueurs. Puis sinon, on accepte de 2 à 5 joueurs dans le cas du homard. Là. OK. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance? Oui, toutes les plages horaires sont disponibles sur notre site web, fait qu'on peut réserver la plage qui nous donne le mieux pour venir. Vous avez un service d'animation aussi? Ah oui, ça, on a des animateurs qu'on déplace là dans différents endroits. On va souvent dans des écoles, dans les centres, même on a fait avec des personnes âgées, des personnes avec des légers handicaps aussi. Fait qu'on est vraiment ouvert à toutes sortes d'activités comme ça. Puis c'est vraiment le fun, ça. C'est des belles rencontres. Là. Avec Noël qui arrive à grands pas, est-ce que vous auriez des suggestions de jeux de société familiales? Oui, il y en a vraiment beaucoup, puis il y a de plus en plus de bons jeux aussi, là, c'est le fun. Il y a le très populaire Hitster, qui est un jeu c'est vraiment le fun parce que ça rassemble toutes les générations, là, autant les plus jeunes que même les personnes les plus âgées aussi. C'est un jeu musical, fait que le principe est super simple, c'est qu'on va avoir une carte avec un code QR, on la scanne avec notre téléphone et la musique va partir. Et l'idée, c'est d'essayer de la mettre en ordre chronologique avec nos autres cartes. Fait que c'est un jeu on n'a pas nécessairement besoin de connaissances musicales parce que juste avec les cues musicaux, on peut essayer de la bien placer. Là, si la musique part avec un gros solo de guitare électrique, c'est sûr que c'est probablement années 90. On peut y aller un peu comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Sinon, un petit peu plus stratégie, mais quand même léger, il y a Petite Mère, qui est un jeu vraiment... premièrement, il y a une super belle présentation, des belles illustrations. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme construire un casse-tête. Fait que c'est vraiment des tuiles qu'on va placer. Il faut que les dessins s'assemblent ensemble. Ça va faire différents paysages. Puis ce qui est le fun du jeu, en plus, c'est un jeu coopératif. Fait qu'on joue ensemble contre le jeu. Fait qu'il y a vraiment une belle communication à faire entre les joueurs pour être dans un jeu qui est quand même assez stratégique. Là. Okay. Sinon, il y a aussi Pray Another Day, qui est un jeu familial. Il y a une petite vibe un peu loup-garou. C'est qu'on va avoir des cartes avec des animaux, puis on va en choisir un tout le monde en même temps. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Tout le monde, on joue tout le temps en même temps. On dévoile une carte. En fait, on les cache, puis après ça, on va les appeler dans l'ordre. Par exemple, on appelle est-ce que quelqu'un a joué l'ours. Fait que là, s'il y a une personne qui a joué l'ours, ben là, on la dévoile, puis lui, il veut choisir pour essayer de manger un autre animal. Fait que on va avancer comme ça, juste par élimination. Donc, c'est un jeu un peu bluff, un peu ambiance, puis c'est vraiment drôle, puis c'est super simple. Il y a 30 secondes de règles, puis on sait jouer, c'est vraiment le fun. Hein. Vous avez créé un programme de fidélité pour vos clients?
Oui, ben, on a les Lilo points qu'on appelle. Ça, c'est des récompenses qu'on gagne à toutes les fois, soit qu'on écrit des reviews, des avis sur le site web. Pour chaque achat qu'on fait aussi, on gagne des points qu'on peut après ça avoir des rabais sur d'autres achats. Je vous invite à visiter notre site lilojeux.ca. Vous allez trouver toutes sortes de jeux de société. C'est possible de les classer par catégorie, par type de joueur aussi. Donc, puis on est toujours disponible en ligne ou en boutique pour faire des conseils aussi. Donc, visitez-nous, lilojeux.ca. Ceci conclut notre édition d'HebdoCAD du 15 décembre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous au début de la prochaine année. De la part de Télévague, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes entre amis et famille.